comment comprendre cette sortie du président ghanéen en marge du sommet États-Unis-Afrique? Oui, je vais d'abord commencer par dire bonsoir à Linda Labawi parce que je ne savais pas qu'il y avait des gens sur Zoom. Donc bonsoir Linda. Ça fait un moment qu'on n'avait pas fait d'émission ensemble, c'est vrai. Et c'est un plaisir donc de revoir Linda, partager la même mission. Alors pour cela, mais vous savez, le Ghana, tel que c'est dirigé par Nana Akufo-Addo, c'est un pays de l'OTAN. Enfin, pas de l'OTAN en tant que membre de l'OTAN. Je dis, c'est un pays inféodé à l'OTAN. C'est-à-dire que ils font la politique de l'OTAN. Tant que Nana Akufo-Addo sera là, il fera la politique de l'OTAN. C'est-à-dire c'est un ennemi de l'Afrique. Il ne faut pas voir quelqu'un parce qu'il a un visage d'Africain. Nous savons, en Europe, chez les jeunes, parfois on les appelle les bounty. J'ai entendu ici Gamal Abina, qui l'avait rappelé. Il connaît bien la France. Ce genre de nègres-là, on les appelle les bounty. Noir à l'extérieur, mais blanc à l'intérieur. Et vous savez ce que nous appelons blanc, hein? C'est au sens politique du terme. Hein. Je reprends la définition d'une autre sœur là, qui s'appelle Ouria Boutelja. Blanc au sens politique. Parce que si c'est la couleur, ce n'est pas un problème. Moi, je le redis tout de suite. Moi, ma fille aînée, elle est blanche. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas un problème de racisme, pas un problème de couleur. Quand nous on dit blanc, c'est des gens qu'on a catégorifiés comme le mal de l'humanité. Parce que moi, je vois un russe, je ne vais même pas l'appeler blanc. Parce qu'on est dans les concentrations politiques. Les blancs, là, ce sont les Bounty, là, et les Macron, et les Joe Biden, et toutes ces 13 familles qui ont toujours... C'est-à-dire que c'est eux qui ont créé l'esclavage de l'humain. Là, la société noire, il n'y a pas d'esclavage. J'entends parfois dire que les noirs ont vendu des noirs. Quelle bêtise. Non, c'est pas vrai. Même si un noir l'a fait, d'abord, ça ne compte pas dans l'histoire, parce qu'un individu ne fait pas l'histoire. C'est un individu, un lambda. Donc on ne va pas chercher le lambda. Parce que si c'est les lambdas font tout. Hein. Le bien, le mal, c'est pour chercher le lambda. Non, on parle de faits historiques attestés avec documents à l'appui. Les noirs n'ont jamais vendu les noirs. Vous ne trouverez pas un document qui atteste que voilà un acte de vente, un noir a vendu un noir à un blanc ou à un autre noir qui l'a revendu à un noir ou à un arabe, je ne sais pas à qui. Ça n'existe pas. Par contre, des faits notariés qui attestent qu'un blanc a vendu un noir et même a vendu même des blancs, ça existe. Et ça pilule. Donc c'est de ça que je parle. Il ne faut pas venir dénaturer le débat. Alors, donc, dans ce cas-là, monsieur est un bounty. Okay? C'est un bounty, au sens plein du terme politique, c'est un bounty. Et d'ailleurs, actuellement au Ghana, il y a des révoltes, non? Les Ghanéens nous ont entendus, commencent à bouger. Et il faudrait que la partie anglophone d'Afrique Média prenne le relais pour se tenir ce qui se passe au Ghana. Ils devraient faire des émissions approfondies en interpellant les Ghanéens et en leur apportant leur appui, comme on l'a fait pour le Mali. Parce que nous, on pourrait parler aussi en anglais d'ailleurs. Hein. I can't speak English. Hein. It's necessary. Donc, mais eux, ils sont spécialisés par rapport à nous. Okay, ils connaissent la presse anglaise, ils connaissent le monde anglophone. Donc, ils n'ont qu'à aller à fond là-bas. Alors, autre chose, Nana Akufo-Addo est un franc-maçon. Hein. Vous savez, ça a été rappelé ici. Là, par contre, je ne sais pas qui l'a rappelé, mais j'ai écouté quelqu'un l'a rappelé à nouveau. C'est que Nana Akufo-Addo, ça a été rappelé dans le sens que Nana Akufo-Addo, après son élection, a été s'exprimer devant la communauté, enfin les francs-maçons américains. Mais moi, je sais aussi que Nana Akufo-Addo, avant même d'être élu, il s'est d'abord adressé à cette communauté franc-maçonne américaine. Et c'est là qu'il a eu son... On va dire, c'est ça qui lui a donné même cette... comment dire, capacité à aller affronter les urnes. Il est venu prendre, entre guillemets, son accréditation auprès des francs-maçons américains. Donc ce monsieur est infodé de façon générale à l'Occident. Donc l'OTAN, les francs-maçons, qui dit francs-maçons, les grandes loges, c'est là-bas. Le Grand Orient, les loges états-uniennes, tout et tout. On connaît. Alors, donc, il a toute cette art qui traîne avec lui. Nous avons vu par rapport au Mali, quand il a été président de la CEDEAO, on a vu quelles sont les mesures qui ont été prises. On a vu comment il était inféodé à M. Macron. Je rappelle seulement. On a vu Macron qui dit, je vais, à l'époque, Nana Akufo. Ça a été encore rappelé ici, il y a quelques jours seulement. J'ai écouté. Et ce n'est pas dimanche. Et Macron, pendant le mandat de Nana Akufo-Addo comme président de la CEDEAO, il dit, je vais appeler le président de la CEDEAO, bon, dont tout le monde sait que c'est Nana Akufo-Addo, pour lui dire de prendre des sanctions contre le Mali, etc. Attendez, toi tu es président, l'autre est président, toi tu es africain, l'autre n'est pas africain, et tu te mets sous ses ordres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es inféodé. Macron c'est qui? Lui-même c'est un laquais
du camp occidental. C'est-à-dire que les 13 familles, là, plus l'OTAN, lui, c'est un laquais. Si Biden dit, mets-toi à côté, il va se mettre à côté. Si Biden dit, bon, la somme que tu as envoyée en Ukraine là, pour notre guerre n'est pas assez, rajoute, il va rajouter. Même si les Français meurent de froid. Okay? Même si les mesures politiques prises par le gouvernement français, parce que c'est commandité par les États-Unis, ne conviennent pas en réalité aux intérêts de la France. Je parle du peuple français, parce qu'ils meurent de froid, ils vont commencer à avoir froid. On est en train de baisser les températures. Linda peut témoigner, elle est là-bas. On est en train de baisser la température. Si vous mettez, mettons un 20 degrés dans votre, bon 19 degrés dans votre pièce, maintenant tu mets 17 quoi. Et c'est pas la même chose, hein. Parce que 17 tu vas quand même mettre un pull dans ta maison. Alors qu'à 19, bon, tu peux être en t-shirt. Parce que nous, là-bas on est habitué au froid. Mais quand tu mets 17, il n'y en a pas beaucoup qui vont résister. Ils vont quand même mettre un pull. Et ça coûte. Voilà. Alors, c'est pas fini. Ça veut dire que les gens qui dorment dans la rue, là, beaucoup vont mourir de froid. Parce qu'il y a des SDF sans domicile fixe. Il y a des gens qui n'ont pas où habiter, Céleste. En France, il y a des gens qui n'ont pas de maison. Même ceux qui prennent leur voiture comme maison. Mais dans la voiture, il fait froid. Ah, si tu fais tourner ton chaud mais le matin, tu n'auras pas d'essence pour rouler. Hein? Donc ça, c'est les réalités. Et donc, on en a à Akufo-Addo, les votes là, contre la Russie, il a tout voté dans le sens de l'OTAN. Il a tout voté contre la Russie. Donc là, il est en accord avec lui-même. Hein. Mais il y en a un autre. Ça, c'est pour dire que si vous prenez la CEDEAO, c'est le système de la CEDEAO, sur 15 États, je ne compte pas le Maroc pour l'instant, sur 15 États, 12 sont acquis au camp occidental, rien qu'à la CEDEAO. Regardez leur vote. 12. Et donc, dernièrement, je dis que je vais juste soustraire le Mali, le Burkina, au jour d'aujourd'hui, hein, et la Guinée-Conakry. D'ailleurs, c'est les 3 États que M. Biden a estimé qu'il ne fallait pas inviter. On pouvait même inviter le Tchad, parce que si c'était une affaire de militaire, on a invité le Tchad, mais les 3 autres, non. On sait pourquoi. Voilà. Alors, donc, il y en a un autre qui a pris le relais, toujours en marche. Lui, il a été interviewé par la Voix de l'Amérique. C'est M. Bazoum. Mais Bazoum s'est fait piéger. Parce qu'à un moment donné, on parle donc de ces sanctions contre le Mali. Et puis, Bazoum veut faire un rappel sur comment le Mali, depuis longtemps, a des problèmes. Bon. Et puis, on lui dit, mais attends, le Mali a des problèmes. C'est le journaliste, hein. Et puis, vous faites des sanctions. Donc, vous sanctionnez les gens qui ont des problèmes. Et puis, Bazoum, il s'en tire par une pirouette en disant qu'il n'est pas venu faire la polémique dans la Voix de l'Amérique. Attendez, la question était claire. Donc, ne soyez pas étonnés du comportement de Nana Akufo-Addo, mais la solution est simple. Ces régimes-là vont tomber. Nana Akufo-Addo, il va tomber. Ouattara va tomber. Et que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Mais déjà, là, à l'intérieur, le Ghana bouge déjà. Je sais que ça va aller jusqu'au bout, ils vont tomber. Parce que ce que ces gens-là n'ont pas compris, c'est que... Mais vous avez écouté le discours de M. Paul Biya, je crois que ça a été rediffusé ici dimanche à l'ONU. Mais c'est clair. Il a beau être chez Joe Biden, c'est pas ça qui lui empêche de dire les 4 vérités. Bon, les 3,5, il faut laisser un demi. Mais au moins les 3,5, hein, pour ceux qui sont incapables de voir 4. Bon, les 3,5 vérités, quand même, on peut les dire. Il a dit. Pourquoi? Parce que ce monsieur, lui, il est un. Mais il invite 51 ou 50 États africains. Le représentant d'État africain, chef d'État. Voilà. Lui, il est un. Hein. Voilà. Et souvent, même comme vous connaissez son état physique, son état de santé. Donc, c'est M. Blinken qui prend le relais. Voilà. Mais, puisque c'est comme ça, on peut quand même faire remarquer à ce monsieur que, bon, ok, toi, tu nous invites. Mais sache qu'en réalité, nous, on veut maintenant compter sur nos efforts personnels. Et c'est le lieu d'attirer l'attention ici, là. Les 500 millions de dollars. Parce que les Nana Akufo-Addo, non, je parle des 500 millions de dollars, tu vas voir de quoi je parle. Nana Akufo-Addo, c'est parti de ces quémandeurs, là. Il fait le toutou, là, parce qu'il croit qu'il peut même avoir $1, là. Mais oui, ça fait partie du jeu. Il croit qu'il peut avoir $1 là-bas. Et évidemment, quand on va donner pour le Ghana, lui, il va prendre avec sa clique. Hein. Il va se servir au passage. Il y a toujours un petit pourcentage, là, qui lui reviendra de... Parce que, bon, la pratique, c'est corrompu, là. Mais alors, donc il y a 500 millions de dollars que les États-Unis prévoient pour financer une route entre le Bénin et le Niger. J'en ai parlé hier avec le président Mandakani. Il a trouvé un mot juste que je vais reprendre. C'est la route de la guerre. C'est une guerre préparée contre le Mali, contre le Burkina. Parce que quand ils amènent leurs chars, ils vont... comme le Niger, vous savez que leurs troupes sont au Niger. Vous savez ce que les jeunes Nigériens ont fait, non? Ils ont bloqué la voie, même au Burkina Faso. Voilà. Donc, comme le Niger est enclavé, mais le Bénin n'est pas enclavé, il y a des ports, Porto Novo, Cotonou. Donc, leurs matériels militaires vont transiter là, et avec leur belle route là, ils vont arriver tranquillement au Niger, chez Bazoum. Voilà, à Niamey. Et puis ils vont commencer à tirer à gauche et à droite, qui est le Mali,
qui est le Burkina, et même à l'intérieur du Niger, si jamais il y a protestation. Non. Donc c'est la route. Et ce genre d'argent doit être refusé. Donc si c'est accepté par le Bénin, M. Talon est un traître, il faut l'indexer. Si c'est accepté par Bazoum, nous le savons déjà, mais il faut que sa chute. Je chute aussi là-dessus. Merci pour ce premier jet d'intervention. Monsieur André Christel Fanga, que craint concrètement le président ghanéen? Le président ghanéen est quelqu'un qui est instable. Instable émotionnellement, instable politiquement, instable intellectuellement, instable même peut-être même familialement. Parce que hier, nous avons écouté un discours de M. Nana Akufo-Addo devant Macron qui nous disait, qui nous rappelait que nous, l'Afrique n'a pas besoin de l'aide au développement, l'Afrique n'a pas besoin de ceci, l'Afrique n'a pas besoin de cela. Et nous avons applaudi des deux mains en disant, voilà un chef d'État courageux. Vous faites bien de souligner cet aspect, tout simplement parce que ce discours du président ghanéen concernant la présence du groupe Wagner du côté du Burkina Faso, précisément dans le nord du Burkina Faso, intervient juste avant le sommet États-Unis-Afrique. Et dans ce discours, il fait une sorte d'exhortation à l'endroit des États-Unis pour un partenariat avec les États africains. Comment comprendre ce paradoxe, si on peut le dire ainsi? J'ai commencé à vous dire que c'est quelqu'un qui est instable. Vous n'allez pas demander à quelqu'un qui est instable de tenir des discours cohérents. En fait, c'est les vrais amis de Joe Biden là-bas. Des gens qui sont instables émotionnellement, des gens qui sont instables dans leur intelligence. Vous voyez un peu, qui ne peuvent pas tenir un discours cohérent pendant 2 heures, 3 heures, 5 heures, 10 heures, une journée, 2 heures, 2 ans, 3 ans. Donc, voilà la situation aujourd'hui. Et c'est le paradoxe, et c'est même là où nous nous plaignons des gouvernants africains. Parce que c'est incroyable de prendre une position hier. Et nous applaudissons. Et nous croyons que nous avons affaire à un panafricaniste. Oui, on comprend les contradictions. On comprend les pressions, n'est-ce pas? Parce que après ce discours, il y a eu un rappel mémoriel d'une situation qui était dormante, qui s'est ipso facto s'est réveillé. Le Togoland. Le Togoland, finalement, on a commencé à voir des vidéos des gens qui étaient en train de parler déjà du Togoland, c'est-à-dire la partition du Ghana. Donc une partie du Ghana devait devenir le Togoland. Alors, nous connaissons leurs méthodes. Nous connaissons leur fonctionnement. Nous connaissons leurs craintes. Nous connaissons leurs forces. Nous connaissons leurs faiblesses. Pourquoi à chaque fois céder à des petites situations? Parce qu'en réalité, M. Nana Akufo-Addo a été coopté dans le système france-africain, malgré qu'il est anglo-saxon. Malgré que c'est un pays anglo-saxon. Malgré qu'ils utilisent la langue anglaise, n'est-ce pas, pour s'exprimer dans leur Ghana. Nous avons vu des évolutions de cet État, c'est-à-dire du Ghana, qui avait des pères fondateurs panafricanistes, qui ont travaillé pour que le Ghana soit ce qu'il est aujourd'hui. Nous pensons que c'est simplement la peur d'assumer ses responsabilités. Je me pose la question, si les papas de cet âge-là ne peuvent pas assumer leurs responsabilités en prenant, ou bien leurs paroles, leur discours, n'est-ce pas? Alors pourquoi leur faire confiance? Oui, professeur Mbele, il faut qu'on arrive à un niveau où nous devons leur dire que si vous ne pouvez pas assumer les positions que vous prenez dans votre discours, nous serons obligés de vous dégager des pouvoirs. Parce que la vérité, c'est que on ne peut pas avoir une CEDEAO telle que c'est composé et penser que nous allons nous développer. Parce que quand nous avons des éléments comme Nana Akufo-Addo, Bazoum, Ouattara et tout, Sissoko Ambalo, Macky Sall et tous ces gens-là,
vous ne pouvez pas vous développer. Et ce n'est que normal aujourd'hui qu'ils tiennent ce genre de discours, qu'ils s'inquiètent. En réalité, il est devenu le porte-parole, comme c'est lui qui peut mieux s'exprimer en anglais devant Joe Biden et que Joe Biden puisse comprendre rapidement. Vous savez que le cerveau est un peu embrouillé, n'est-ce pas, de l'autre côté. Donc, si M. Ouattara ou Bazoum parle en anglais, en français, il ne va pas vite comprendre. Il faudra des traducteurs. Et il y aura, vous savez, quand c'est quelqu'un d'autre qui traduit ce que vous dites, ça n'a pas la même consonance, ça n'a pas la même portée. Donc, il faut quelqu'un qui soit le messager direct, n'est-ce pas, de cette CEDEAO auprès des Américains, parce qu'utilisant la langue anglo-saxonne, c'est-à-dire l'anglais. C'est pour ça que M. Nana Akufo-Addo a été recruté dans ce système-là, pour dire que ça sera lui le porte-parole. C'est pour ça qu'il le prononce. Vous voyez le timing du discours. Et vous l'avez bien précisé, n'est-ce pas? Le sommet, avant le sommet, on vous pose ce genre de discours pour dire qu'en réalité, voici ce que nous, à la CEDEAO, nous pensons. Et comme la France a perdu la main, parce que c'est ce qu'il faut dire clairement, la France a perdu la main dans les pays francophones, dans la plupart des pays francophones. Pourquoi? Parce que les États-Unis eux-mêmes veulent gérer directement le dossier France-africain, n'est-ce pas? Les États-Unis sont entrés maintenant eux-mêmes directement dans cette logique que, ok, comme les Français sont incompétents, ils n'ont jamais rien gagné de leur vie. Vous le savez, non? Ils n'ont jamais rien gagné de leur vie, les Français. Tout ce qu'ils ont obtenu, c'est grâce aux autres. C'est-à-dire toutes les victoires que la France peut s'auto-proclamer aujourd'hui. Ils ont droit à un siège au Conseil de sécurité parce qu'il dit qu'il a 14 États africains, 15 États, n'est-ce pas, qui sont derrière lui. Et s'il a des médailles quelque part dans son tiroir, c'est des Africains, des brillants Africains noirs venus d'un des pays du tiers-monde, n'est-ce pas, comme ils appellent, qui les ont donné ces victoires-là. Donc, d'ailleurs, même la petite liberté, et je ne manquerai jamais de le rappeler, la petite liberté que la France a là, c'est grâce à la vaillance des Africains. Allez lire les mémoires de Hitler. Vous allez dans une ville qu'on appelle Douala au Cameroun, vous allez à la chambre de commerce, il y a une plaque qui est inscrite là, ici est née la France libre. La France libre est née au Cameroun, à Douala, qui a pris des hommes, on a lavé la malchance de M. De Gaulle. Parce que quand vous avez les idées suicidaires, ça veut dire que vous êtes déjà pourri à l'intérieur de vous. Donc il faut vous laver cette malchance. Donc M. De Gaulle a été lavé au Cameroun, à Douala. On a enlevé ce mauvais sort du suicide qu'il venait faire au Cameroun pour lui donner au moins de l'espoir. Et cet espoir-là l'a amené à libérer la France. Donc, quand nous parlons de ces sujets, nous savons qu'il y a une guerre par procuration qui est en train de se préparer. Cette guerre par procuration, c'est simple. C'est pour ça que la CEDEAO s'inquiète de l'avancée de la Russie, de la prise des positions de la Russie dans son territoire. Parce que si le Mali est pro-russe, Burkina Faso pro-russe, qui sont des vrais soldats, il faut le rappeler. Parce que même M. Ouattara, pour qu'il soit au pouvoir, il a fallu que des Maliens l'accompagnent dans Mali, Burkina Faso. Parce que la plupart des soldats ont été recrutés dans cet espace-là. Le Burkina Faso, qui était la base arrière de formation de ces rebelles de M. Alassane Dramane Ouattara. Ils appelaient ça quoi, les forces nouvelles, n'est-ce pas? Les forces nouvelles, leur base était au Burkina Faso, formée par M. Blaise Compaoré. Donc c'est à partir de là où ils ont fait cette coalition, sur le fallacieux prétexte que M. Ouattara avait utilisé. On me refuse de prendre le pouvoir parce que je suis du Nord et musulman. On me refuse de prendre le pouvoir parce que je suis du Nord et musulman. Alors, quand vous avez un individu qui utilise son ethnie, soi-disant son ethnie, et plus grave, la religion, aujourd'hui, quand nous regardons les sanctions qui ont sanctionné le Mali, est-ce qu'il y avait encore question du Nord là-dedans? Est-ce qu'il y avait question encore de musulmans là-dedans? Monsieur Alassane Dramane Ouattara, qui était la tête de proue des sanctions contre le Mali, n'a pas regardé que le Mali est à 90% musulman. Il n'a pas regardé qu'il fait partie des peuples du Nord, n'est-ce pas? Qui sont des voisins du Mali ou bien du Burkina Faso. Il n'a pas regardé cela. Donc vous voyez que des petites manipulations, des petites considérations, que ça soit politique, que ça soit religieuse, que ça soit ethnique, ça n'apporte rien au développement de notre Afrique. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est imbibé, quelqu'un est injecté du virus de la trahison, du virus de l'impérialisme, il ne peut pas changer sa posture. Et d'ailleurs, c'est vous, Ivoiriens, qui nous disiez souvent dans vos proverbes, n'est-ce pas?
un morceau de bois tant duré dans l'eau, il ne peut jamais devenir caïman. Donc, M. Alassane Dramane Ouattara ne peut jamais devenir un homme normal. Donc, quand nous regardons toutes ces situations, ce conglomérat de personnes, ils sont inquiets de l'avancée de la Russie sur le territoire CEDEAO qui, demain, va déloger, en fait, qui va pousser davantage l'organisation de ces États-là à pousser hors les France-Africains. C'est-à-dire pousser les intérêts français, pousser les intérêts américains hors de la CEDEAO. Et c'est pour ça qu'ils sont tous inquiets aujourd'hui, parce que la réalité, elle va se mettre en place si le Burkina Faso devient russophone, si la Guinée-Conakry devient véritablement, on ne connaît pas encore véritablement la position de M. Doumbouya, et il se débrouille aussi, c'est quelqu'un qu'on ne saisit pas véritablement les positions. On essaie de regarder. Donc, vous avez des tentampions comme ça là, qui sont dans cette CEDEAO, qu'on ne connaît pas beaucoup de positions. Donc, M. Nana Akufo-Addo, parce que c'est de lui qu'on parle ce soir principalement, a prononcé ce discours parce que c'est le discours, c'était mieux que ça soit lui, parce que Joe Biden et les Américains devaient mieux comprendre, parce qu'il s'exprime à la langue de Shakespeare et ça permet que les choses puissent se comprendre mieux. Parce que si on donnerait le discours en français à Biden, vraiment, il ne comprendra pas grand-chose. Alors, Monsieur Jonathan Batengene, comment comprendre même ces différentes allégations, cette déclaration de la part du président ghanéen? On parle bien sûr, ce dernier a souligné le fait que le groupe Wagner se trouve dans le nord du pays. N'est-ce pas une affirmation gratuite, pour reprendre les thèmes de certains analystes politiques, qui s'interrogent même sur la source de ces informations, bien sûr la crédibilité de ces informations, et d'autres géopoliticiens martèlent le fait que il n'est nullement question de parler du groupe Wagner, tout simplement parce que l'image du groupe Wagner a été teintée de tout ce qui est négatif. Je reprends bien sûr les propos de ces géopoliticiens. Mais d'où vient même cette affirmation de ce que le groupe Wagner est du côté du Burkina Faso, précisément dans le nord de ce pays? Affirmation gratuite ou bien? Vraiment, je commence d'en haut par dire que je ne comprends pas ce qu'on appelle Wagner. Je ne comprends pas. C'est ici. Groupe Wagner, selon le président ghanéen, il s'agit d'un groupe de mercenaires russes, d'après le président ghanéen et d'après certains occidentaux, de par les précédentes sorties où par exemple, le chef de la diplomatie européenne qui avait souligné que la Russie, à travers, je reprends, le groupe Wagner, coupable de tous les morts qui ont été enregistrés du côté de Mali et de certains États africains. Vous pouvez reprendre la parole. Si il parle de Siwa Security, nous au moins on connaît le nom de cette entreprise, c'est Siwa Security. Wagner s'est enregistré où en Russie? C'est une construction occidentale, il parle de Wagner, tout ça. La France a des milices. Hein. Je vais citer quelques entreprises françaises. Peut-être ces derniers temps, nous tombons sur des documents très intéressants. Parce que vous savez que les responsables de sécurité de l'entreprise Orange qui nous donne les cartes SIM là, les responsables de sécurité sont des agents de la DGSE. Vous savez ça? À l'intérieur d'Orange, il y a des unités de cybersécurité, donc des détachements du renseignement français. C'est toujours des milices. Total. Responsables sécurité sont des anciens patrons, c'est des anciens chefs de service de la DGSE. Et eux, ils gèrent même des milices. Au Mozambique, par exemple, ils ont des milices privées. Les milices là s'appellent comment? Schubert. Parce que c'est Joubert, non? Joubert, le grand chanteur. Là. Non, le compositeur français. Schubert, c'est Schubert. Si on l'appelle aussi Joubert, le Schubert. Ou bien on l'appelle le polonais là, c'est Stravinsky. C'est aussi un polonais. Stravinsky. Ou Chopin. Ou Berlioz. Donc on peut leur opposer ce genre de langage.
Mais nous, reprendre un narratif, pour moi, ce n'est pas bon. Ce n'est pas intéressant. Ils peuvent dire Wagner dans leurs médias mensonges, mais nous, on ne peut pas reprendre leur narratif. Déjà, à ce niveau, je ne suis pas d'accord. On parle de l'entreprise Siwa Security qui est enregistrée effectivement en Russie. C'est une entreprise qui fait dans la sécurité. Elle est une entreprise comme MPRI. Je ne vais pas revenir sur l'histoire de MPRI et ses multiples interventions. L'armée française est habituée à combattre aux côtés des armées privées. Des armées privées ont été levées pour soutenir Mobutu, pour soutenir Sassou Nguesso, pour commettre son coup d'État au Congo. C'est quand même la DGSE qui a mobilisé ces armées privées. Donc la France est habituée à travailler avec des milices privées. Elle ne peut pas aujourd'hui jouer les saintes ni touches. Non. C'est un pays voyou. C'est un pays qui a des méthodes de voyou. Si aujourd'hui elle se souvient que le voyoutisme est une mauvaise manière d'agir, eh bien, c'est bien pour la morale, mais ça ne marche pas parce qu'elle a déjà mouillé dans ses affaires. Maintenant, revenons à l'élément. Nous avons toujours utilisé, nous disons merci à Aimé Césaire, à qui nous rendons encore un vibrant hommage, de nous avoir prêté le concept, le larbin. Qu'est-ce qu'un larbin? Le larbin, c'est un individu qui agit par procuration. Il aime se coucher. Il aime servir. Il aime les salamalek. Il aime les salamalek. Nana Akufo-Addo. Tout à l'heure, le professeur a parlé de toutou. Il fait le toutou là. Il se fait bébé. C'est ça le larbin. Il va dire comme un peu, vous vous souvenez quand on était enfant, et puis on entend un plat résonner dans la cuisine contre le sol, se fracasser contre le sol. Et puis la maman demande, mais qui a jeté le plat au sol? Il y a toujours un enfant là qui court. Maman, maman, c'est Fanga, c'est Fanga. Ce comportement d'un chef d'État. Vous-même regardez tout un chef d'État. Son comportement, au Cameroun, on parle du Congo-Ça. Le chef d'État du Ghana se retrouve dans des affaires de Congo-Ça. Le Japap. Des trucs de petites copines dans les sous-quartiers. Blinken, il a déjà Wagner. Est-il un enfant? Le Ghana paye un homme pour représenter sa souveraineté. Et cet homme se réduit à faire du commérage international. Moi, je ne veux pas rentrer dans la sincérité ou pas de ces paroles. D'abord, le comportement. Ce n'est même pas digne d'un chef d'État. Chef d'État n'est pas dans les Congo-Ça. Chef d'État ne se lève pas pour colporter des nouvelles à l'international. Il y a les journalistes pour ça. Le chef d'État ne se balade pas avec ce genre d'informations à un service de renseignement. Les États-Unis sont plus renseignés que lui, Nana Akufo-Addo, qui l'a d'abord sorti du coup d'État manqué il y a quelques mois. C'est les États-Unis, non? S'il est plus informé que pourquoi c'est eux qui l'ont aidé. Ce monsieur était balayé. Hein? Les militaires étaient très fâchés. On ne le sait peut-être pas, c'était au mois de novembre. Les militaires étaient remontés, prêts à en découdre. D'ailleurs, le professeur a dit une chose. Il y a actuellement beaucoup de manifestations contre le taux d'inflation qui est galopant au Ghana. Ce monsieur est-il plus informé que Blinken? Sérieusement. Parfois, les parents me disent, bon, soyons sérieux. Blinken, Akufo-Addo, qui est le plus renseigné sur les affaires africaines? C'est Akufo? C'est Akufo? On tombe de nu. C'est un comportement enfantin. Un comportement indigne d'un chef d'État. Un comportement de bébé. Un comportement de petite fille qui est en quête d'un promontoire à côté d'un individu qu'elle estime être supérieur. Et qui se sent obligé de colporter des nouvelles, vraies ou fausses, pour simplement avoir un peu d'attention. L'objectif de M. Akufo-Addo, c'était captiver l'attention de Blinken. Regardez le chef d'État, hein? Il voit le ministre des Affaires étrangères des États-Unis. Il veut captiver son attention. Pour ça, il crée une situation. Ah, Blinken, j'ai une nouvelle à t'apprendre. Wagner est là. Qui est Wagner? Vous avez vu comment Blinken le regardait? Avec circonspection. Un peu de dédain, de mépris, ce qu'il mérite bien. De la condescendance.
Après, vous dites que nous sommes parfois, nous étions les premiers, quand nous ne savions pas quel était le comportement de certains chefs d'État, nous étions les premiers à nous placer, à dire, les Blancs sont très condescendants, les chefs d'État européens sont un peu gonflés. Mais si vous-même, Madame Capen, dans une salle de réunion où on est sérieux, vous me voyez, moi, Jonathan, je cours à vous et vous dites, ah, le professeur Mbelek, il a refusé de peigner ses cheveux aujourd'hui. Vous allez me regarder et dire, ah, Jonathan, tout ça pour ça? Mais c'est ce que Blinken s'est dit. Tout un chef d'État pour me raconter des balivernes. Wagner est... Et vous avez vu que le Burkina a adopté la posture qu'il faut. On ne peut pas répondre à quelqu'un qui se fait bébé. Ce serait le suivre. On dit en Afrique que si vous êtes quelque part et qu'un fou vienne vous gifler, ne le suivez pas. Si vous le suivez dans la rue, tout le monde croit que vous êtes fou. Mais Akufo, c'est un enfant. C'est un larbin. Le pasteur Fanga a parlé des relations avec la franc-maçonnerie. Malheureusement, ces organisations dépersonnalisent l'individu. Rien que par le rituel d'initiation, d'introduction, on casse sur vous tous les éléments de la fierté, de la fierté individuelle qui font généralement que vous restez un homme intègre et un homme d'honneur. On casse tous ces mécanismes-là, on introduit chez vous la servitude. Vous suivez aveuglément un groupe d'individus, vous suivez aveuglément un chef, quelqu'un qui est présenté pour vous comme un mentor qui connaît tout et qui connaît le bon chemin à vous donner. En fait, Akufo-Addo, dans son comportement, est l'expression même de cet individu-là, qui n'a plus d'honneur, qui peut se ridiculiser simplement parce qu'il veut captiver l'attention du ministre des Affaires étrangères des États-Unis, même pas celle de Biden. Et quand il accuse, il dit que, quand il prétend accuser, prenons maintenant la situation en elle-même. Si même Siwa Security est au Burkina, en quoi la présence de Siwa Security constitue pour les États-Unis une menace? Le Burkina est-il frontalier des États-Unis? Le terrorisme, la question du terrorisme dans le Sahel, qui n'a pas pu être adressée par la CEDEAO. Est-ce que M. Nana Akufo-Addo, à un certain moment, s'est remis en question parce qu'il était président de cette même CEDEAO, qui n'a pas pu apporter les solutions idoines à son époque pour résoudre cette situation? Est-ce qu'il a entraîné Blinken dans une réflexion profonde sur la question du terrorisme et de l'insécurité qui amène les autorités burkinabées à lorgner des solutions ailleurs? Il ne l'a pas fait. Ce qui aurait été la position d'un chef d'État responsable. Ce qu'il fait, c'est de présenter une situation aussi banale. Et même si Siwa Security était au Burkina, en quoi la présence de Siwa Security au Burkina menace la CEDEAO? Siwa Security est-elle une organisation qui a déclaré la guerre à la CEDEAO? Siwa Security est-elle une organisation qui a fait la promotion du terrorisme sur un territoire dans le monde? Et là, il faut nous montrer les preuves. Siwa Security intervient en Ukraine, Siwa Security intervient en Syrie et lutte chaque fois contre des organisations terroristes. L'État islamique est présent en Syrie, l'État islamique est présent en Ukraine. Les groupes ukro-nazis ou bien ultranationalistes d'Ukraine sont des groupes réputés terroristes. Et Siwa Security lutte contre ces groupes terroristes. Siwa Security lutte contre des groupes rebelles réputés terroristes au Centrafrique, au Mali. En quoi est-ce que la présence de Siwa Security serait une menace pour la CEDEAO spécifiquement? Sauf si cette conversation nous révèle une chose, c'est dire que les terroristes sont bien protégés. Et que Nana Akufo-Addo allait s'adresser au chef des terroristes en leur disant: ah, notre affaire c'est gâté. C'est gâté. Ceux qui sont en train d'amener la sécurité au Centrafrique, qui nous vous ont chassé en Syrie, qui sont en train de vous faire la peau en Ukraine, ceux-là même qui au Mali sont en train d'appuyer l'armée malienne, ils sont déjà au Burkina. Notre affaire est gâtée. Nos terroristes sont en danger.
C'est peut-être là le meilleur prisme sous lequel on peut percevoir cette communication ridicule du président ghanéen. Il est dans une perspective où il défend en fait la présence des terroristes et il veut en fait intéresser les États-Unis dans ce combat qu'il a mené lui à son époque avec les autorités de la junte française, et il voudrait que les États-Unis s'impliquent au même titre que la junte française dans la défense de ces terroristes. Tel était l'objet de sa communication. Mais que ce soit dans la mise en scène, que ce soit dans le mode opératoire, il a procédé d'une manière ridicule. Et c'est ça la posture d'un larbin, et c'est ce que nous dénonçons. Nous disons, les chefs d'État africains ne peuvent pas se réduire au larbinisme. Madame Linda Labaoui, la Russie, une fois de plus indexée par des dirigeants africains ou alors européens. Et pour le cas d'espèce, le président ghanéen indexe une fois de plus, je vais reprendre les thèmes du président en question, le groupe Wagner, d'un arrangement qui aurait été fait entre le Burkina Faso et ce groupe-là, qualifié selon lui de groupe de mercenaires russes. Pourquoi la Russie, toujours indexée? Comment comprendre La Russie, parce que la Russie, c'est une force. La Russie, au niveau militaire, est plus forte que les États-Unis. Sinon, les États-Unis ils auraient dû dissoudre l'OTAN. Et c'est ça que, pendant longtemps, je l'ai dit, j'ai même été contredit sur Afrique Média, même par rapport à leur économie, parce que les Américains nous faisaient croire que Microsoft gagnait plus d'argent que l'État russe, mais on voit actuellement comment les Russes arrivent à résister. On arrive à plus de 12 000 sanctions. 12 000 sanctions, c'est du jamais vu, mais ils résistent quand même. Maintenant, il faut voir les choses autrement. Moi, je les vois autrement. L'année dernière déjà, je disais que la France, pour moi, elle avait quitté le Mali. Et je l'ai répété souvent, parce que j'ai des données, je ne parle pas comme ça. Il y a des fois, on ne peut pas sur Afrique Média, juste sur une émission, pour tout exposer. Pour moi, c'était fini pour la France au Mali. Le Mali, c'est central. Le Mali, pourquoi je parle du Mali? Parce que là, ce n'est pas le Burkina qui est visé. C'est le Mali qui est visé. Pour la simple raison que le Mali a rejoint les pays amis de la Russie et la Russie a mis sous protection de son nucléaire tous les pays amis. Donc le Mali s'est protégé. Et je disais également, la France, on la fout dehors par la porte, elle revient par la fenêtre. Donc elle revient par le Burkina. Mais j'ai dit aussi plusieurs fois que pour moi, la France, normalement, ils auraient dû faire parler Ouattara. Mais ce n'est pas Ouattara qui a parlé. C'est bizarre. Eh bien, Ouattara est très affaibli. On a peur de déclencher une émeute si jamais Ouattara déclare quoi que ce soit. Ça, c'est du sûr. Donc, on va faire parler les chevaux de Troie. Et j'ai parlé du Ghana, j'ai parlé du Gabon. J'ai dit la présence française, et je le redis encore ce soir, est puissante dans ces deux pays. Uniquement ces deux pays. Le reste, c'est les peuples qui se révoltent, c'est les peuples qui sont en train de prendre leur destin en main. Donc, si on avait confié cette mission à Ouattara, on ne connaît pas la réaction du peuple ivoirien. On sait très bien que la Côte d'Ivoire, c'est une cocotte minute. On le sait quand on suit les événements. Donc, pour moi, bien sûr que le Burkina est visé, mais c'est le Mali qu'on veut attaquer. C'est le Mali qui est beaucoup plus proche des Russes que le Burkina. Mais il y a cette alliance Burkina-Mali qui dérange. C'est le Mali qui peut aujourd'hui donner de la force au Burkina. Et ça, je le disais quand je parlais du Mali. J'ai dit à partir du Mali, on peut stabiliser le Sahel. Mais ce n'est pas l'intérêt du néocolonialisme de stabiliser le Sahel. Je vous ai envoyé tout à l'heure, si vous avez un traducteur, un article qui a été écrit par des journalistes arabes de la chaîne El Mayadine, c'est leur journal électronique. Il y a quelques jours, il y a eu le procès d'un terroriste mauritanien qui a tué un Américain en 2015 à Bamako.
Et aujourd'hui, le Congrès découvre que l'armée américaine était dans le Sahel. Donc, vous voyez, quand je disais attention, les Américains sont là, ça se confirme aujourd'hui. Que faisait l'armée américaine dans le Sahel? Et le Congrès américain découvre que le Pentagone, quand il leur donne une liste de pays où est-ce qu'il est, il n'est pas obligé de leur donner le nom des pays où est-ce qu'il est en collaboration. Donc, le Pentagone était en collaboration au Mali. Ils sont impliqués dans ces dossiers de terrorisme. Il faut savoir une chose, que là, au niveau de la géopolitique internationale, on ne peut pas exclure l'Afrique. C'est l'Afrique qui est l'enjeu de tous les pays. On me dira, on parle de Wagner. Pourquoi on ne parle pas de Sadat? Sadat, S-A-D-A-T. C'est un groupe similaire à Wagner ou le groupe américain, les Blackwater, mais c'est turc. Alors qu'ils sont en Afrique, on ne les attaque pas, c'est bizarre, on n'en parle pas. Je ne veux pas en parler pour ne pas donner du grain à moudre. On ne parle pas de la Turquie. La Turquie, jusqu'à il y a quelques mois, en Afrique, elle vendait pour 83 milliards de dollars d'armes. Cette année, elle a dépassé les 280 milliards. Donc la Turquie est un élément très important, mais on n'en parle pas. On parle juste de la Russie, mais derrière le mot Russie, il y a Bamako qui est visé. C'est le Mali qui a signé des accords assez profonds avec la Russie. Tout à l'heure, j'écoutais la porte-parole du ministère, je pense le ministère des Affaires étrangères russe, Elena Sobonina, elle était invitée sur Sky TV, c'est une chaîne émiratique, et je remercie les chaînes arabes parce qu'elles donnent la parole aux Russes. Tous les jours, il y a plus de 50 intervenants puisqu'on ne peut pas les avoir on nous a tout coupé, on ne peut pas les avoir. Donc, à travers les chaînes arabes, ils arrivent à s'exprimer. Elena Sobonina a expliqué tout à l'heure clairement, elle disait, les Américains veulent interdire aux Russes d'être en Afrique. Et ils veulent leur interdire d'être au niveau du pôle Nord. Elle dit ça, ce n'est pas possible. Et elle va très loin, c'est-à-dire que ça peut dégénérer rien que pour ça. Alors là, elle ne parlait pas de l'Ukraine, c'est-à-dire que par rapport à l'Afrique, on n'interdira pas aux Russes d'être en Afrique. Et c'est clair, ça peut déclencher même une troisième guerre mondiale. Donc l'intérêt, il faut qu'on comprenne une fois pour toutes qu'ils sont en train de se bouffer entre eux, mais l'intérêt, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique qui peut sauver l'humanité. Mais nous, il faut qu'on reste dans la pauvreté, la misère et dans la soumission. Et ça, c'est non. C'est les peuples africains. Et je répète encore, il faut que ces révoltes restent anonymes. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui représente même quel que soit le peuple, il ne faut pas qu'ils prennent une personne pour les représenter, parce que quand on tue, comme on a fait dans les pays de l'Amérique du Sud, quand on tue un leader, on tue la révolution avec. Et aujourd'hui, l'Afrique se réveille, la révolution est populaire, il n'y a personne qui représente personne, et c'est ça qui fait peur, c'est qu'aujourd'hui on ne peut pas tuer un leader comme on nous a fait dans les années 60, 70 et 80, on a tué tous nos leaders, et puis à partir de là, on a tué l'esprit africain ou panafricain. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de leader, c'est les peuples qui sont leaders, et comme on dit chez nous, le seul héros, c'est le peuple. Tant que le héros reste le peuple, on ne pourra pas atteindre le Mali, ni le Burkina, ni l'Algérie, ni les autres pays d'ailleurs. Parce que je vous ai envoyé tout à l'heure aussi un tweet, je l'avais depuis 2 jours, qui intrigue Israël. Mais que vient faire Israël sur notre continent, qui intrigue la France et les États-Unis? Il y a un avion qui est venu de Sochi en passant par
pas par Alger, je crois par Annaba, qui a atterri à Bamako. Donc là, au niveau des services secrets, au niveau chaque pays a tweeté derrière. De quoi on s'occupe? Ils ont pas assez. Il y a des révolutions en Europe parce que les gens ne peuvent plus manger. En Angleterre, les gens mangent, ils donnent à leurs enfants du pâté de chien. Et ils viennent, ils s'occupent de l'Algérie si elle a accepté un avion pour aller au Mali, tout ça, qui fasse escale chez elle. Et qu'est-ce qui vient faire ce... Donc, il y a eu tout un débat pendant 2 jours. J'ai suivi le truc sur Twitter. Mais de quoi ils s'occupent? Eh bien, ils s'occupent d'essayer de sauver leurs économies à travers l'Afrique, à travers la présence africaine. La relation qui fait énormément peur, c'est la relation Bamako-Moscou. Et derrière ça, bien sûr, que si se greffe à cette histoire, eh ben, le Burkina, ça va faire encore plus mal. Le Burkina, comme la Tunisie, comme le Koweït, tout ça, c'est des pays déstabilisateurs. Le jour où on a voulu attaquer la Libye, on a attaqué la Tunisie, on a déstabilisé la Libye à travers la Tunisie. Donc il y a des pays comme ça qui peuvent jouer un rôle. Et stabiliser le Burkina, c'est pas bon parce que ça va aider le Mali à s'émanciper. Quelles seraient les implications géoéconomiques d'un rapprochement entre Ouagadougou et Moscou? Pardon, j'ai pas entendu, il y a eu une coupure. Quelles implications géoéconomiques d'un rapprochement, d'un quelconque rapprochement entre Ouagadougou et Moscou? Vous savez, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, le colonialisme a joué sur l'idéologie. Donc, il y a eu, je dirais même, en Europe, ça a commencé avec la fin de la Première Guerre mondiale. En Afrique, à partir de la Deuxième Guerre mondiale et dans les pays du Moyen-Orient, c'est l'arabisation, le Jemal Abdel Nasser. Et en Afrique, ils ont mis aussi quelques idéologies, comme en Algérie, l'islamisme, par exemple. Si on va côté Libye et côté Maroc, c'était le côté amazir, ça veut dire le côté berbère. On a joué sur ça. Mais actuellement, on remarque une chose, c'est le côté culturel qui revient. Prenez les pays du Caucase qui sont tous soit turcophones, soit turkmanes, mais qui commencent à constituer une force. On a bien la Russie, avec les quelques républiques russes aussi, ça commence à former une force. Prenez aussi l'exemple du Mali, le Burkina, et si on va jusqu'à la Guinée, c'est les mêmes peuples. Même le sud de l'Algérie, c'est les mêmes peuples. Il y a des tribus qui sont mariées ensemble, qui se sont mélangées, et qui sont aussi algériens que maliens. Donc le côté culturel revient en force. Et ce que le néocolonialisme a tué pendant plus de 2-3 siècles, ils ont tout fait pour le démolir. Aujourd'hui, il revient en force. Ça, c'est dérangeant. C'est vraiment dérangeant. Pourquoi? Parce que quand vous avez le côté culturel qui revient, et ben, le Mali n'est plus seul. Le Mali, forcément, avec les populations du Burkina et du sud de l'Algérie également, et ben, ça constitue mais vraiment un bloc, mais ça constitue une force. C'est des choses qu'on a essayé de détruire. Si on prend l'exemple aussi de l'Iran, quand on voit une partie une partie du Koweït, une partie aussi de l'Azerbaïdjan et une partie de le pays de Saddam Hussein, j'ai oublié son nom. Et ben ça, c'est la même ethnie. Donc le côté ethnique par le côté culturel peut déranger. On nous a séparés. Si vous voulez suivre les dossiers africains, vous ne pouvez pas rester à ce que le néocolonialiste a fait par le Sahel, il a coupé l'Afrique en deux. Ce n'est pas possible d'avancer si l'Afrique reste coupée en deux. Il y a déjà, là je parle d'ethnies du sud de l'Algérie et du nord du Mali qui sont coupées en deux.
Le Niger, c'est pareil. Donc tout ça, ça ne peut que déranger. Et je vous donne une information, il y a 2 jours, je l'ai envoyé à Free Media. Il y a une bande de terroristes, justement, qui essayait de pénétrer le territoire algérien par le Niger. C'était 4 voitures, 4x4, tout ça. Ils ont été pulvérisés, mais pulvérisés. Il ne restait plus rien, tout cramé. Voilà. Donc, le nettoyage, il a commencé à se faire. Beleg, Russie, Burkina Faso, qu'est-ce qui fâche concrètement? Il s'agit d'êtres humains, hein. Que ce soit les Russes, les Burkinabés, parce que Russie, Burkina, c'est des pays, mais dedans il y a des êtres humains. Et maintenant, ceux qui jugent sont les humains aussi. Bon, en fait, ce qui fâche qui? C'est pour ça que j'ai fait ce préalable. Si c'est pour les Occidentaux, bon, moi je ne suis pas un occidental, Fanga n'est pas un occidental, Batengele n'est pas un occidental, vous-même vous n'êtes pas occidental, Linda n'est pas occidental, la plupart des gens qui nous écoutent en Afrique ne sont pas des occidentaux, bon, ceux qui nous écoutent c'est autre chose. Qu'est-ce qu'on a à faire de ce qu'ils pensent? Ce sont des gens, nous on est dans un processus où on doit les ignorer de plus en plus, l'homme de remettre à leur juste place. Ils ont pris trop de place dans l'espace international, si bien que ils ont même prétendu que leur opinion seule était celle du reste du monde. Donc, d'où l'expression communauté internationale. La communauté internationale dit que les Russes font du terrorisme en Centrafrique et tout. La communauté internationale, c'est qui? C'est l'Occident, on s'en moque. Nous, on n'est pas des Occidentaux. Donc, pourquoi on va donner de l'importance? On a un média, l'Afrique Média. Ça pèse 10 fois plus que tous les faux milliards de dollars parce qu'ils impriment leur argent. C'est de l'argent imprimé, hein. On peut investir dans leur presse CNN, Radio France Internationale, RFI, TV5 Monde. Bon, qu'est-ce qu'on a à faire dehors? Donc, ça ne veut rien, absolument rien dire. On a un peuple russe, on a un peuple burkinabé. Ils veulent se rapprocher. Où est le problème? Enfin, pour eux, il n'y a pas de problème puisqu'ils veulent se rapprocher. Là, le problème est de l'autre côté. C'est eux qui vont dire que Wagner, puisque c'est le mot qui revient, Wagner. D'ailleurs, au fait, hein, c'est l'exprimer moi, parce que tu as animé une émission ici. Je t'ai écouté, il n'y a pas longtemps. Je crois que c'était peut-être hier. En tout cas, avec Adrien Bouquet. Et à un moment donné, ça a même coupé parce qu'il y avait une bombe. Samedi dernier. Il y avait une bombe, voilà, samedi dernier. Mais le problème, moi je fais attention. Sa maison a été bombardée, il faut le souligner, en voilà. pleine émission. Oui, mais j'ai noté une chose. C'est que M. Adrien Bouquet, qui est sur place, utilisait en permanence le mot Wagner. C'est Wagner. Il disait toujours Wagner. Il n'a jamais dit sécurité autre chose. Il a toujours dit Wagner. Et là, quand tu le reprends, toi aussi tu dis Wagner. À un moment donné, il faut être cohérent. Bon, c'est parce qu'il est là-bas, peut-être qu'il ne contrôle pas au détail son langage. Moi, je suis mathématique dans mon esprit, donc je fais attention. Je suis de l'école diophienne. Chez Kanta, c'est quelqu'un, chaque phrase, chaque mot est mesuré. Moi, je suis de cette école-là. Donc, je fais attention quand même à mes mots. Surtout si on veut dire des choses importantes. Si c'est insignifiant, c'est pas grave. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, qu'est-ce qu'ils vont dire? Nous, on veut éviter de reprendre leur phraséologie, puisqu'on veut les minimiser, puisqu'ils ne comptent plus dans le monde. Ni en termes de population, c'est combien de pourcents? Occident, combien de pourcents de la population mondiale? Pas grand-chose. Mais si vous voulez citer quelqu'un, vous devez dire in extenso ce que cette personne a dit. Et on reprend justement les termes du président ghanéen qui a parlé du groupe Wagner. La présence maintenant de vous, experts de haut vol, c'est d'apporter des éléments... Il ne faut pas vous sentir froissé. Hein. Non, aucunement, en même temps. En même temps. Attendez, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis seulement en train de... D'ailleurs, je vais reprendre moi aussi le mot Wagner. Mais je mets ce préalable pour dire que, attention à notre langage. Parce que moi, je suis mathématique, je suis cohérent. Puisque notre tendance est de les minimiser. Donc, il faut qu'on minimise ce langage. Mais je vais le reprendre, puisque c'est la question qu'on va poser. Ils disent qu'en Centrafrique, au Mali, au Burkina par exemple, là, Wagner opère, on leur a donné une mine. Vous l'avez dit au début de l'émission. C'est ce qu'il a dit. Voilà. Une mine a été donnée à Wagner. Au groupe comme Wagner moyen de paiement. Comme moyen de paiement. C'est ça. Dans le sud. Cette mine se trouve dans le sud du Burkina. Alors regardez, qui dit ça? C'est un voleur. Puisqu'ils étaient là avant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont passé leur temps à piller. Ils peuvent dire le contraire. Les mines d'uranium du Gabon. Vous savez, attendez, quand je parle, il faut bien comprendre. Quand je dis Gabon, ce n'est pas Centrafrique. Hein. Ce n'est pas Niger, où ils continuent à prélever de l'uranium. Le Gabon, c'est le seul endroit au monde où il a attesté qu'il y a 1,8 milliard d'années, une centrale nucléaire naturelle a fonctionné pendant près de 200 000 ans.
La nature elle-même avait déjà utilisé l'énergie nucléaire. Elle n'a pas attendu que l'homme l'exploite. Elle avait déjà fait une centrale nucléaire. Parce que la rivière Oklo a servi de modérateur aux neutrons. Il faut les ralentir pour fusionner les noyaux d'uranium 235. Ça s'est fait là-bas. On appelle ça le phénomène d'Oklo. Nous, on l'étudie en physique pour limiter l'évolution temporelle des constantes qui règlent l'intensité, l'intention électromagnétique, comme c'est le cas là, la constante de Sauter-Fine. C'est des choses précises. Okay. Voilà. Donc, ça veut dire que si ce phénomène a lieu, parce qu'en fait, quand vous remontez il y a 1,8 milliard d'années, le taux d'uranium 235, le pourcentage d'uranium 235 par rapport au total d'uranium disponible dans l'univers, dépasse les 3,8%. Or, 3% suffisent pour faire tourner une centrale nucléaire. C'est les militaires qui ont besoin des enrichissements qui dépassent les 80%. C'est les militaires. Mais si c'est pour une centrale nucléaire, 3% ça suffit. Or, la nature, dans le temps, et non seulement ça, ça veut dire que c'est une région qui était déjà les riches en uranium. Or, les Français ont épuisé ces mines d'uranium. Arrivé dans les années 2000, il n'y a plus d'uranium au Gabon. C'est épuisé. Qu'est-ce qu'ils ont laissé? Des déchets radioactifs. C'est que la région est devenue très radioactive. Là, la nature, elle avait su se protéger contre les nuisances radioactives. Les Français, eux, ils se sont seulement contentés de prélever l'uranium. Eux, ils ont laissé plutôt une radioactivité plus intense que celle qu'ils ont trouvée au départ. Voilà. Et donc, pour épuiser les mines d'uranium du Gabon, ça veut simplement dire que c'est des rapaces. Donc, Siwa Security, c'est rien. Même si on leur donne une mine, c'est quoi par rapport à... Donc, le voleur ne peut pas venir dénoncer un petit voleur alors que lui, c'est le chef bandit. Voilà. Donc, leur discours est incohérent. Et si c'est incohérent, pour nous, c'est donc disqualifié. Parce que nous, on est mathématiques. Nous, les Africains. À la base, c'est atavique chez nous, on est mathématiques. Donc, leur discours est disqualifié. Ça ne veut rien dire, leur discours. Ok, mais puisque c'est de ça qu'il s'agit. Alors, donc, Nana Akufo-Addo, ce monsieur, vient dénoncer donc le groupe qu'on appelle Wagner par rapport au Burkina Faso. Il vient dénoncer une amitié naissante entre Burkina Faso et la Russie, se faisant, oubliant les fondements de l'organisation qui les unit a priori tous, à savoir la CEDEAO. On dit que ce sont des pays frères. Mais si c'est des pays frères, un frère prend l'exemple sur un autre frère. Le Burkina Faso étant frère du Mali. Rien n'a empêché le Burkina Faso de s'inspirer du Mali. D'ailleurs, le capitaine Traoré il a fait un voyage au Mali. Donc il s'est inspiré du Mali. Il y a eu une rencontre entre le capitaine Traoré et le colonel Assimi Goïta. Assimi Goïta. Oui, donc ça veut dire que l'exemple est suivi par un frère suit, un petit frère suit son grand frère. Il trouve que c'est bon. Il fait la même chose. La même chose, c'est quoi? C'est la Russie. Alors maintenant, je vais un peu couler le bec à ces gens-là parce que quand même, les relations humaines, ça existe. Moi, j'aimerais qu'on me démontre que les Russes ont colonisé une seule fois l'Afrique. Parce que pour qu'on fasse attention à ce genre de discours, à savoir la méfiance entre l'amitié naissante entre la Russie et le Burkina, mais il faudrait que ceux qui indexent cette amitié-là, eux nous démontrent qu'ils ne nous ont jamais colonisés. Mais ils nous ont colonisés puisque nous parlons français. Ils nous ont colonisés puisque de l'autre côté on parle anglais. Ils nous ont colonisés, c'est là par l'espagnol. Ils parlent portugais. Même là-bas on parle arabe. C'est aussi une colonisation. Attendez. Donc il y a eu colonisation, mais je n'ai pas entendu une colonisation venant des Russes là. Bon, déjà, il y a un truc qui ne va pas là. On se méfie de quoi là? Le colon d'hier et d'aujourd'hui, parce qu'il continue à coloniser, à néocoloniser, on va dire, indexe celui qui n'a jamais colonisé. Hier même, j'ai entendu un bel exemple. C'est pas toi, Jonathan, c'était de toi. C'est pas toi. Si c'est pas toi, c'est un autre qui te ressemble. Allez, un d'entre nous. Tu as parlé. Oui, tu as parlé. Donc, je sais de quoi je vais parler. Tu as parlé du soutien de la Russie à l'Éthiopie. C'était toi, non? Aussi bien à la bataille d'Adwa, il y avait des experts russes, et même avant, au niveau de la conférence de Berlin. Ok? Bon, alors, donc, en quoi la Russie a nuit à l'Afrique? En quoi la Russie a montré qu'elle colonisait l'Afrique? En quoi l'amitié avec les Russes était négative? Et puis la descendance même, au niveau des afro-descendants. Mais Pouchkine, c'est pas un afro-descendant. Si. Mais Pouchkine... Héros de la Russie. Mais c'est l'initiateur de la littérature en langue russe, Céleste. Parce qu'avant, les Russes écrivaient en français, en allemand, en tout, pas en russe. Et quand il y avait des écrits en russe, ce n'était pas une littérature en soi. En tout cas, avoir porté cette littérature, donner les lettres de noblesse, comme Pouchkine l'a fait. Mais Pouchkine, son grand-père était un Camerounais. Voilà. Donc, ça ne fait que justifier nos relations que nous pouvons maintenant rendre soutenues avec la Russie. En fait, il n'y a rien de mal avec la Russie. Et on a même rappelé au niveau de la libération nationale
les luttes, que ce soit en Algérie, que ce soit en Afrique du Sud, au Cameroun, en Guinée, partout, au Mali même. La collaboration en Russie a tout été pour libérer. En Angola, Mozambique, ça a tout été pour. Même chez Ambalo, là, Ambalo c'est un traître. Le Guinée-Bissau de Cabral, parce que c'est un traître. Hein. Cabral était plutôt dans cette vision-là, puisqu'il a même fait un voyage Et qui est-ce qui a aidé Cuba? Hein? Si les Russes n'avaient pas été là, Cuba serait aujourd'hui. Mais les États-Unis auraient déjà mis plus que du désordre à Cuba. Mais ce n'est pas les Russes. Moi, je veux qu'on me demande que les Russes ont fait du mal, même à l'époque de l'Union soviétique. Qu'on me demande que vis-à-vis par rapport à l'Occident, qui a tué Lumumba? C'est les Russes. Qui l'a mis dans l'acide? Donc on va oublier qu'ils ont mis... Et on va maintenant regarder les Russes qui n'ont encore rien fait. De négatif en tout cas. Qui a mis Lumumba dans l'acide? Hein? Qui a tué Oumiobe et l'a versé le béton sur son corps? Qui a été ingrat en commettant le massacre de Tcharoy alors que les Africains avaient contribué à la libération de la France? Qui est-ce qui a déshabillé des troupes noires pour habiller des blancs qui n'avaient jamais combattu? Hein? C'est un racisme patent. Qui a créé la monnaie nazie qu'on appelle le franc CFA? Bon, moi je dis la même chose pour les Russes. À chaque fois qu'on m'a dit, vous voyez, c'est n'importe quoi. Donc cette amitié, ce n'est qu'un début. Ils n'ont pas fini de pleurer. En fait, ils pleurent. C'est des pleurnichards. Ils n'ont pas fini de pleurer. Ils vont pleurer plus que ça. Puisque nous, on a compris que la Russie est notre allié stratégique. Et l'Occident a déclaré la guerre à la Russie. Et bien, nous, on est alliés de la Russie. On l'a prouvé par les votes à l'ONU. On va continuer à le faire. On est alliés de la Russie. Et ça va devenir de plus en plus évident que cette alliance est non seulement salutaire pour l'Afrique, mais même salutaire pour la Russie. Et elle est bien comprise en bonne intelligence entre humains. Voilà. Monsieur Jonathan Batengene, pourquoi cette inquiétude de la part de la CEDEAO? La CEDEAO est inquiète parce que... Pas la CEDEAO, c'est pas la CEDEAO qui s'exprime. Je vais prendre un exemple, parce que pour comprendre le professeur tout à l'heure... De façon générale. Oui, je vais prendre un exemple qui va expliquer très bien. Au niveau de... Parce que l'exemple, on ne va pas le prendre en Afrique, on va le prendre en Océanie. En Océanie, les États-Unis ont demandé à Fidji, les îles Salomon, Vanuatu, Papouasie et Nouvelle-Guinée. Pays de Noirs. Tous ces pays, c'est pays d'Afrique, d'afro-descendants. Parce que là, c'est l'Égypte même qui a colonisé cette terre. On a trouvé des hiéroglyphes en Australie et des hiéroglyphes sur les terres de Papouasie. Donc, ces afro-descendants, les États-Unis leur ont dit de ne pas signer d'accord de défense avec les Chinois. C'était leur préférence. On dit que les Ukrainiens sont souverains, qu'ils peuvent choisir avec qui s'entendre pour leur sécurité. Mais Fidji, Vanuatu, les îles Salomon, Papouasie et Nouvelle-Guinée n'ont pas ce droit. On leur dit que les seuls pays avec lesquels ils peuvent signer les accords de défense, soit les États-Unis, soit l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Et justement, l'Australie est allée signer un accord de défense avec Vanuatu. Les îles Salomon ont été courageux, ils ont signé avec les Chinois. Pour revenir en Afrique, la CEDEAO, est-ce une organisation militaire? Que non. La CEDEAO est une organisation économique, d'intégration économique. D'ailleurs, on nous a toujours expliqué que dans le principe de subsomption, la CEDEAO, non, le principe de subordination et de ce principe qui veut que les organisations de plus grande importance soient reflétées dans les organisations d'importance moyenne. La CEDEAO était le reflet de l'intégration qu'on vivrait dans l'Union africaine. Mais on nous expliquait que la CEDEAO devait d'abord assurer l'intégration économique des peuples. Et que l'intégration économique était le préalable pour l'intégration politique. Et que cette intégration politique devait être aussi une intégration sociale et culturelle. Ce n'est pas faux, hein, Madame Capel. C'est parce que le modèle économique même qui sous-tend cette intégration est un modèle total. C'est le libéralisme. Et le libéralisme, c'est un modèle qui est à la fois culturel, politique, économique, social. Donc, on leur dit, intégrez-vous d'abord économiquement.
Alors, si on prend de ce prisme-là, la CEDEAO en tant qu'organisation économique doit-elle avoir des contraintes du point de vue de la coopération militaire? Non. Si vous êtes mon banquier, ce n'est pas vous qui choisissez comment je construis ma barrière. Vous vous chargez simplement de gérer mon argent. Quant à ce qui est des mesures de sécurité pour produire l'argent que je vais venir déposer dans votre banque, c'est à moi de les prendre, indépendamment et souverainement. La CEDEAO est donc d'abord dans une intrusion. Mais cette intrusion n'est rendue possible que si on se place du prisme idéologique qui sous-tend l'existence de la CEDEAO. La CEDEAO n'existe pas sous le prisme idéologique africain. Le libéralisme est une importation anglo-saxonne. Et c'est la marque déposée de l'impérialisme dans le monde. Quand vous adhérez au système néolibéral, vous êtes effectivement sous le contrôle de ces puissances-là. Et elles se chargent simplement de continuer ce contrôle du point de vue militaire. Les représentants donc de ce système néolibéral en Afrique de l'Ouest, c'est les chefs d'État que nous avons traités de larbins, ou du moins que nous caractérisons comme étant des larbins. Akufo-Addo, Dramane Ouattara, George Weah, Embalo, on peut continuer, puis peut-être tous prennent de l'eau. Quand vous regardez tous ces gens, dans leur comportement mimétique de l'Occident, ils veulent reproduire la pression que l'Occident fait sur d'autres peuples en leur disant ne coopérez pas avec les Russes. Vous voyez un peu? Ça devient plus clair. Ce n'est pas la CEDEAO qui dit non, ne coopérez pas avec les Russes. C'est tous ceux qui pensent que les Russes sont une menace, donc les États-Unis, l'Angleterre, la France, bref, le bloc de l'OTAN et ses alliés, qui pensent que la Russie est une menace. Et quand vous regardez, quand on dit larbin, c'est larbin par rapport à quelqu'un. Il faut bien qu'il y ait un maître pour qu'il y ait un larbin. Or, le maître, c'est qui? Le maître, c'est les impérialistes de l'OTAN. Et les larbins, c'est les Ouattara. Qui donc veulent jouer les fidèles représentants, les fidèles vassaux. Les incontournables vassaux de la sous-région. Et ils reproduisent ce comportement larbiniste qui consiste à vouloir simplement dissuader les pays qui s'émancipent de la tutelle de l'OTAN. Et ils présentent ces pays comme les nouveaux adversaires de l'OTAN. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple de la maman qui demande pourquoi le verre s'est fracassé dans la cuisine. Et le tout bébé Embalo va dire à la maman, c'est parce que le Burkina veut aller à la Russie. La CEDEAO que nous sommes en train de dénoncer, c'est ce que nous avons aussi souvent appelé la CEDEAO des élites. Une CEDEAO qui est tenue aux couilles, excusez pour le mot, qui est tenue là où elle ne peut pas se détacher, qui est dans des compromissions avec l'oligarchie internationale. Les hommes comme les Akufo-Addo, c'est cette CEDEAO-là qui est en train de vouloir reproduire la pression de l'OTAN sur certains peuples dans sa collaboration pour les dissuader de ne pas collaborer avec les Russes. Ce n'est donc pas une menace contre la CEDEAO. Du moins pas la CEDEAO des peuples, mais une menace contre la CEDEAO des élites. Parce que la CEDEAO des élites prend le visage de ce qu'on a souvent appelé la France-Afrique, dans le contexte de la collaboration larbiniste entre la France et les pays africains. Ça peut aussi prendre la collaboration de l'impérialisme états-unien, dans le cadre de ce qu'on a vu en Ukraine, de ce qu'on voit avec l'Union européenne, où les dirigeants ne servent même plus leur peuple, ils servent simplement les oligarchies états-uniennes. Et c'est cette coloration de la CEDEAO des élites que nous sommes en train de voir là. Des gens qui ne peuvent plus défendre leur peuple, qui ne peuvent plus défendre leur pays, qui ne peuvent plus défendre face à une menace, qui menace même leur propre famille. Parce que si les terroristes entrent au Ghana, ils sont déjà au Ghana. Si les terroristes arrivent jusqu'à Accra, ils vont tuer les parents de Akufo-Addo. Ils ne vont pas dire que non, toi, c'est les parents du plus grand larbin, on te laisse et on va aller chercher ceux des pauvres, on va les massacrer. Ils vont tuer indifféremment les enfants d'Akufo-Addo comme les enfants des autres. Un tel individu se bat même contre lui-même. C'est cette CEDEAO-là, cette CEDEAO des compromissions, la CEDEAO des petits calculs, la CEDEAO des coups bas, la CEDEAO des mensonges, la CEDEAO de la misère, de la pauvreté,
du sous-développement. C'est cette CEDEAO qui est inquiétée. La CEDEAO des privilèges. Parce que les Akufo-Addo, avec leur franc-maçonnerie, ils ont créé des castes de privilégiés. D'ailleurs, aux États-Unis, on parle d'une oligarchie qui contrôle leur système politique. Et quand vous voyez qu'une oligarchie, ça veut dire le pouvoir de quelques privilégiés là. Ils ont reproduit ce système en Afrique. Et c'est cette CEDEAO des privilégiés. Ceux qui pensent que quand tu dors dans un hôtel 5 étoiles, ça veut dire que tu as rallongé peut-être 18 années de vie sur Terre à ton existence. C'est cette CEDEAO-là qui est menacée. Cette CEDEAO qui pense que pour mieux exister, il faut boire du champagne, manger du caviar. Bref, toujours se mettre en spectacle dans la culture de l'autre. C'est cette CEDEAO qui est menacée. C'est elle qui s'inquiète. Akufo se demande que deviendra la franc-maçonnerie, que deviendra le cartel des vendeurs de drogue dans l'Afrique de l'Ouest. Et vous savez que beaucoup de chefs d'État là mouillent dans ces affaires. Hein, on ne parle pas de Ouattara. Comme les enquêtes du FBI nous ont montré quand même que les Mbalo, les Ouattara étaient mêlés au trafic de drogue. C'est cette CEDEAO là qui est menacée. Cette CEDEAO qui finance et qui arme, qui entraîne les terroristes. Quand vous savez que la dernière attaque, l'attaque de Tessit, l'attaque du camp de Tessit, on a tué des combattants qui avaient la nationalité ghanéenne. Quand vous vous souvenez que ces gens-là sont allés et ils ont été massacrés. C'est leurs patrons qui sont menacés. C'est cette CEDEAO-là. Cette CEDEAO de la déstabilisation. Pas la CEDEAO des peuples. Avez-vous déjà vu le peuple ghanéen en train de dénoncer la présence de Siwa Security au Mali? Jamais. Avez-vous déjà vu les Sénégalais le faire? Jamais. Les Ivoiriens, encore moins. Aucun peuple qui aspire à la liberté n'a dénoncé la présence des Russes en Afrique. Chaque fois, c'est des élites compromises qui ont utilisé ce langage. C'est ces personnes-là qui sont inquiétées. Pour elles, elles vivent la présence des Russes comme étant le renversement des compromis par les peuples libres. Comme ça s'est passé au Burkina Faso. Mais bien plus. Professeur, nous on est en train de parler. Moi je pense qu'Akufo-Addo parle pour sa propre chapelle aussi. Peut-être qu'Akufo-Addo, il a vu comment on a renversé Damiba. Et les peuples là criaient, on veut les Russes, on veut les Russes. Et de plus en plus, il y a des gens chez lui là qui lui disent qu'on veut aussi finir avec toi là. C'est fini cette affaire. Où tu pars te pavaner, te mettre en spectacle dans le monde. Peut-être qu'il craint aussi que ceux-là vont sortir avec des drapeaux russes. Et quelque part, Ouattara ne peut plus parler, comme disait notre soeur Linda Labawi. Ouattara ne peut plus parler, je salue Linda en passant. Ouattara ne peut plus parler parce qu'il sait que il est, nous l'avons dit ici, que pour Ouattara, ça se compte en jours. Qu'il ne soit pas pressé, ça se compte en jours. Il est déjà timide. Mais ce n'est pas un garçon timide. Hein? Il est souvent très virulent. C'est un papa très virulent. Donc, il va partir. Qu'il soit rassuré, le temps est déjà là. Il va partir. Les éléments sont déjà bien mis en place. Il va partir. Nous serons ici au mois de juin. Beaucoup seront étonnés de voir qu'on ne parlera plus. Juin 2023, beaucoup seront étonnés de voir qu'on ne parlera plus trop de cette affaire comme ça. La Côte d'Ivoire va connaître des changements majeurs. Mais vous savez ce qu'ils pensent? C'est que ces changements-là surviennent parce que les Russes sont à côté. Donc, au-delà de simplement la menace états-unienne, c'est-à-dire les États-Unis qui perçoivent la Russie comme étant une menace, il y a tous ces despotes, tous ces collabos sur le continent, qui voient leur avenir désormais hypothéqué et qui veulent à tout prix préserver leur chasse gardée. Mais ils seront balayés, nous devons les rassurer. Ils seront balayés, les Bazoum, les Ouattara, les Mbalo, les Weya. Tous ces gens seront balayés. Le vent de l'histoire qui est en train de souffler sur l'ensemble de l'Afrique ne les épargnera pas. Qu'ils ne tremblent pas, ce n'est pas la Russie qui viendra leur faire la guerre. C'est les peuples africains qui vont eux-mêmes réaliser leur révolution. La Russie, et nous le répétons encore, la Russie n'est qu'un allié dans notre libération et c'est une étape intermédiaire
vers l'étape que nous appelons tous. Nous rappelons encore, les autorités maliennes doivent commencer au moins un des grands chantiers de construction du complexe militaro-industriel africain. Il nous faut un complexe militaro-industriel. Nous répétons, le professeur Mbelek est spécialiste de l'énergie atomique. Nous, pour moi, je porte ça sur moi toujours. Il faut que l'Afrique ait sa bombe nucléaire. Nous devons avoir cette bombe nucléaire. Le 21e siècle, au moins 3 pays africains devront avoir cette bombe nucléaire parce que le prochain pays qui va nous menacer comme ça se fait actuellement dans le monde, prochain pays qui nous le fera, on lui présentera cette bombe en lui disant si tu es prêt à courir des risques, nous sommes aussi prêts à utiliser ce matériel. Nous voyons comment les Russes réussissent à stabiliser la situation dans le monde avec cette affaire. Nous ne sommes pas dans une finalité de la coopération avec la Russie. Nous sommes dans une étape intermédiaire de notre libération. C'est pourquoi ce partenariat avec la Russie, sur le plan sécuritaire, est salutaire. Tout pays qui signe un partenariat de sécurité avec la Russie, de coopération militaire avec la Russie actuellement, pour nous c'est salutaire. Si le Burkina l'a fait, nous disons même à Akufo-Addo, si c'est ce qui s'est passé, eh bien c'est une bonne nouvelle pour nous panafricanistes. Alors, nous sommes en train de refermer cette première thématique avant de prendre le sujet de sortie. Monsieur André Christelle Fanga, le Burkina Faso, dans une logique de libération totale, demeure déterminé dans son combat. Vous vous souvenez du discours du capitaine Traoré, le président de la transition, lors de son 2e anniversaire de l'accession à l'indépendance. Ce discours où ce dernier a souligné que notre indépendance, je cite, notre indépendance n'est pas acquise parce que nos mains sont liées, notre économie est balbutiante. Selon vous, pouvons-nous affirmer, comme certains observateurs étrangers, qui pensent que l'Occident craint une coopération musclée entre Ouagadougou et Moscou, mais surtout un renforcement de liens entre le Mali et le Burkina? Alors, je voudrais d'abord vous annoncer qu'il y a une faillite de l'État ghanéen. Nana Akufo-Addo n'a plus d'argent. Le Ghana n'a plus d'argent. Donc, ils sont en train de supplier en fait les États-Unis pour avoir un peu d'argent. Je crois que c'est le professeur Mbele qui parlait de ça tout à l'heure. L'État ghanéen est actuellement en faillite. C'est pour ça que vous retrouvez les gens déjà en train de manifester et tout cela. Donc, M. Nana Akufo-Addo ne sait plus où mettre la tête parce qu'il s'est fait tromper par M. Alassane Dramane Ouattara en lui faisant croire que, en l'introduisant dans le cercle très fermé, n'est-ce pas, des agents couchants, n'est-ce pas, de l'impérialisme et surtout américain, il aura de très bons résultats. On va l'aider. Parce que quand vous avez un soi-disant bâtisseur appelé Alassane Dramane Ouattara qui a endetté, d'abord endeuillé la Côte d'Ivoire, il a endeuillé la Côte d'Ivoire, il a endeuillé financièrement la Côte d'Ivoire parce que les crédits qui seront payés par 2 générations, c'est-à-dire 2 générations de 40 ans. Donc, la Côte d'Ivoire va payer ces dettes qui doivent, sauf si un révolutionnaire arrive à la tête de l'État et dit « Moi, je ne me reconnais pas dans cette dette-là et je ne paye pas. » Donc, vous voyez que sur les pseudo grands investissements, il y a un endettement criard qui est en train de se produire en Côte d'Ivoire. Donc, quand je souligne ces informations, c'est pour vous dire que les jeunes autorités des 2 États, c'est-à-dire l'État du Mali et l'État du Burkina Faso, ont compris qu'en réalité, au lieu de continuer dans un larbinisme à ciel ouvert et qui ne produit absolument rien, qui hypothèque l'avenir des générations à venir, alors là, mieux vaut faire penser à la rupture. Et c'est là où le discours de Sankara devient intéressant. Vous savez que Sankara avait annoncé un discours et il avait dit peut-être l'année prochaine, je ne serai plus là. Et c'est ce qui s'est passé après avoir prononcé ce discours à l'Union africaine, à l'OUA à l'époque, n'est-ce pas? En disant que mais vous nous parlez de la dette. La dette. Les Français se sont octroyés eux-mêmes les dettes.
Parce que en fait, c'était eux-mêmes qui étaient à la gestion du pouvoir, des projets. C'est eux-mêmes qui prenaient cet argent et les utilisaient encore au nom des États. Donc, vous ne pouvez pas nous demander de payer une dette que nous ne connaissons pas, que nous n'avons même pas eu à travailler dessus. Donc, vous voyez que ce discours-là retentit encore aujourd'hui en disant que, mais non, si on continue dans la même logique de s'endetter, l'aide au développement, c'est l'AFD, non? Il y a l'AFD, le CDD, et tous ces mécanismes-là, c'est un organisme qui gère ça. Donc, et le FMI, la Banque mondiale sont encore là pour vous dire que mais non, vous ne pouvez pas vous développer sans venir prendre de l'argent chez nous, sans vous endetter. Mais aujourd'hui, ces États ont compris que mais non, on peut se développer avec nos propres matières premières, avec nos propres ressources. On peut se défendre avec nos propres ressources. C'est pour ça que le capitaine Ibrahim Traoré dit par exemple que non, je suis prêt à donner une partie de minerais de notre sol aux Russes pour nous aider dans le domaine. Il n'a pas donné. Il dit, je dis, dans l'intention. Il faut être clair. Les Français qui exploitaient cette mine ont cassé tout leur matériel. Tout. Les voitures, ils ont brûlé. On a vu les vidéos. Alors, les Russes... En fait, on vient d'abandonner le Burkina Faso en plein vol comme ils ont abandonné le Mali. Voilà. Donc, le coq est champion de l'abandon. Suivez mon regard quand je parle du coq. Le coq est champion de l'abandon. Donc, ce coq-là vient à abandonner l'aigle d'ailleurs même. C'est pour ça qu'il faut apprécier un État comme le Mali. Et c'est pour ça que j'aime prendre cette parabole, ou bien ces symboles, n'est-ce pas? Le symbole du Mali, c'est l'aigle de l'État malien. C'est l'aigle, n'est-ce pas? Le symbole de la France, c'est le coq. Alors, entre les deux qui volent plus haut, c'est l'aigle. Alors, comment vous pouvez aller demander de l'aide à un coq pour vous aider à voler plus haut? Mais son souffle va s'arrêter en cours de chemin. Et c'est que normal que la poule, le coq puisse abandonner l'aigle en plein chemin. Même dans les symboles, nous devons savoir comprendre, savoir lire l'histoire. C'est pour ça qu'il faut... L'Africain doit utiliser toute l'intelligence nécessaire pour comprendre les choses. Donc vous ne pouvez pas demander de l'aide à un poulet. Un poulet qui ne peut pas voler au-dessus de la toiture. Alors que vous êtes des aigles. Et ces aigles-là ont prouvé aujourd'hui en disant que, ok, il y a une société qui va transformer notre or sur place. Voilà la première réaction d'un aigle. C'est-à-dire quelqu'un qui a un regard loin, au loin, n'est-ce pas? Qui regarde, qui dit que non, dans 10 ans, si je commence à transformer mon or sur place, si je commence à faire moi-même mon or, le travailler et le positionner au marché mondial, alors là, je deviens une économie forte. Si je peux produire déjà 70 tonnes d'or, ça veut dire que j'ai un marché extrêmement puissant. Donc, nous pouvons arriver à de très bons résultats et battre monnaie d'ici peu. Donc, vous voyez que ces discours des deux chefs d'État, ces prises de position, ces envies, ces désirs-là de voir leur pays se sortir de la misère. Et je suivais une vidéo de Dadis Camara. Il rappelait à un de ses interlocuteurs, il disait, moi j'ai vécu dans une case. Je n'ai pas connu la corruption. C'est-à-dire, il rappelait d'abord l'état dans lequel il a grandi. Et même quand il est arrivé à des fonctions importantes, il n'a pas cédé à la corruption. Quand vous regardez les jeunes, le jeune Assimi Goïta, le jeune Ibrahim Traoré, vous voyez qu'ils ont été moulés à la très bonne école, où on ne connaît pas la corruption, où on ne connaît pas l'opulence, comme c'est Jonathan qui le disait tout à l'heure, que des Africains qui veulent s'assimiler aux autres, n'est-ce pas, en buvant du champagne, dormant dans des hôtels 5 étoiles, en disant, ah, pourtant, je ne sais pas quoi, Versace, je ne sais pas, Dior et tous ces griffes-là européennes, en disant que non, nous sommes bien nantis, nous vivons bien. Donc, nous voyons qu'aujourd'hui, le discours tenu par ces deux et leur prise de position commence à donner de l'espoir à un peuple. Et je voudrais vous rappeler qu'il y a eu des gens sont en train de s'organiser au Burkina Faso, n'est-ce pas?
des camionneurs qui donnent leurs camions gratuitement à l'État pour transporter des produits pour acheminer dans les zones de guerre ou bien dans les zones où la famine, où il y a, les terroristes ont frappé et tout et tout. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez que la solidarité nationale, et d'ailleurs nous profitons pour saluer le président de la République du Cameroun, qui a longtemps prôné, il y a un mot qu'il a longtemps utilisé, le vivre ensemble, n'est-ce pas? Le vivre ensemble est un mot que nous négligeons, qui peut être un modèle politique. C'est-à-dire les Africains peuvent savoir vivre ensemble dans un continent émergent, dans un continent qui réalise des exploits. C'est-à-dire ces deux peuples, n'est-ce pas? Ces deux pays, ces deux nations qui ont été divisés selon les barrières occidentales, parce que les barrières qui se trouvent dans ces zones-là ne sont pas les barrières fabriquées par nous-mêmes. Ce sont des barrières occidentales. C'est eux qui ont dit, ça c'est Côte d'Ivoire, ça c'est Burkina Faso, ça c'est Mali, ça c'est Guinée-Conakry, ça c'est Sénégal, ça c'est ceci. Même chose pour le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Gabon et tout le reste. C'est les Occidentaux qui ont divisé ces États-là, ont fait des frontières. Quand vous regardez l'ancien tracé, par exemple, allemand, vous allez retrouver qu'il y a plein de territoires qui sont devenus des États aujourd'hui, qui étaient des États qui appartenaient au Cameroun, dans le tracé. Vous voyez qu'un peu de partout, vous voyez qu'à chaque fois, le colon a toujours fait quelque chose pour nous fragiliser. D'ailleurs, ils utilisent la stratégie Machiavel, n'est-ce pas? Diviser pour mieux régner. Donc nous pensons aujourd'hui que ces deux peuples-là, le rapprochement d'abord entre ces deux États, c'est-à-dire le Mali et le Burkina Faso, qui sont d'abord les hommes en tenue, et qui a une société civile, qui a une population mûrie, qui a mûri et qui a compris les enjeux de l'heure, qui savent qu'il faut être ce bouclier, cette ceinture de sécurité pour les dirigeants de la transition, parce qu'en réalité, ces dirigeants de la transition ne sont que le bras armé du peuple. L'armée est le bras armé du peuple, n'est-ce pas? Donc, ils font partie du peuple, partie intégrante du peuple. Donc, les mêmes souffrances, les mêmes douleurs que les hommes en tenue traversent, même les populations traversent ces mêmes douleurs-là. Aujourd'hui, nous pouvons nous mettre ensemble, c'est-à-dire Mali, Burkina Faso, ensemble pour mettre hors d'état de nuire le terrorisme. Et en plus de ça, l'aide extérieure. L'aide extérieure venue de qui? Venue de la Russie, qui est un partenaire fiable, n'est-ce pas? Qui fait ses preuves un peu de partout. Parce que vous ne pouvez pas avoir une armée d'occupation appelée la force Barkhane, n'est-ce pas, qui fait 8 ans dans un État. Dans leur évaluation, n'est-ce pas, du ministère de la Défense, vous pouvez aller au ministère de la Défense, le site du ministère de la Défense française, aller fouiller. Ils ont dit dès le départ que les djihadistes au niveau du Mali, il y avait entre 300 et 1000, selon leurs statistiques, n'est-ce pas? Donc, c'était la quantité de djihadistes qui se trouvaient, de terroristes qui se trouvaient à l'État du Mali, quand ils arrivaient. Maintenant, ils avaient près de 5000 hommes. Vous imaginez, faites le ratio. Professeur, vous êtes mathématicien. Ça veut dire que vous faites le calcul rapide. Vous avez 5000 hommes contre entre 400 et 1000 terroristes, selon leur stats. Vous avez 5000 hommes français sur un territoire. Et vous faites 8 ans de présence, n'est-ce pas, de Barkhane, dans un espace avec plus de... Parce qu'ils ont augmenté les hommes de 5000 à près de 10 000 hommes. Mais le terrorisme a quadruplé. Les groupes djihadistes se sont multipliés. Ça veut dire que c'est une incompétence criarde. Ça veut dire que s'il faut donner une note à Barkhane, ou bien à l'armée française, ou bien à l'armée européenne, ou bien aux forces occidentales, c'est 0,000,0,0. Ça veut dire qu'ils sont d'une incompétence criarde. Vous ne pouvez pas arriver dans un territoire, il y a entre 300 et 1000 terroristes. Vous avez 10 000 hommes avec du matériel hyper sophistiqué. Parce que dans ce même site, vous retrouvez le matériel. Ils dépensaient 1 milliard d'euros jour. Je crois que c'était 1 milliard d'euros jour. Extrêmement, mais plus que l'argent d'un État. Vous dépensez ça pour une organisation pour défendre un territoire. Jusque-là, pendant 8 ans, vous n'arrivez pas à obtenir de résultats concrets. Bon, France, citez-moi un seul terroriste qu'on connaît de renom que vous avez tué dans le Sahel. Ou bien que vous avez capturé. Citez. Donc, quand les gens commencent à comprendre, ils commencent à se poser la question, je dis, mais on avait entre 300 et 1000 terroristes hier. Aujourd'hui, on a des bandes de terroristes en un point fini. Et on a une armée à qui
on donne des moyens, qui ont des moyens financiers, des moyens matériels extraordinaires. Et le terrorisme ne finit pas. Comment ne pas se tourner vers un autre partenaire qui arrive, et dès que l'armée russe est arrivée, dès que les formateurs russes sont arrivés, on a vu la débandade totale. D'ailleurs, même l'armée malienne elle-même a fait des exploits, a mis hors d'état de nuire la bande des 3 frontières, n'est-ce pas, qui était une zone infranchissable. On a vu comment l'armée malienne a réussi à mettre hors d'état de nuire les gens qui étaient, ces terroristes djihadistes qui étaient installés dans la zone des 3 frontières. Donc, vous voyez que, je voudrais vous rappeler une chose, Céleste Capin. Le colonel Assimi Goïta, que vous voyez, faisait partie du commandement opérationnel de ceux qui luttaient contre le djihadisme, le terrorisme au Mali. Donc, il était parmi les équipes en coopération avec l'armée du Tchad, où le jeune président de transition, Idriss Mahamat, c'est lui, était aussi parmi le commandant en second. Ils ont combattu les terroristes, ils ont réussi jusqu'à dans les Ifogas, n'est-ce pas? Dans les Ifogas, dans un territoire bien défini au niveau du Mali. Et ils se sont confrontés à une situation grave. Cette situation, c'est que l'armée française s'est interposée pour que l'armée malienne et l'armée tchadienne ne poursuivent pas les terroristes, les djihadistes, jusqu'à leur dernier retranchement. Que non, pour qu'ils puissent pénétrer. D'ailleurs, François Hollande, président de France, n'est-ce pas, a reçu le président du Mali au niveau de l'État malien. Vous imaginez, le président français reçoit le président de cet État-là dans un territoire où il faut payer, où il faut demander d'abord l'audience ou bien une accalmie aux terroristes pour que le président de cet État-là puisse arriver. Vous comprenez quelque chose à cela? Donc, quand nous disons toutes ces choses-là, et ces peuples ont compris et se sont décidés de mettre ensemble et se défendre et dire, nous voyons la grande mobilisation de Podacé, n'est-ce pas, avec ces organisations panafricaines qui sont au niveau du Burkina Faso, qui soutiennent les autorités de transition. Et ça, c'est hyper important. Nous voyons au Mali le peuple qui se mobilise au quotidien. Et je pense que c'est l'un des éléments les plus importants, qui est même plus dangereux, c'est la bombe atomique que Jonathan souhaite que les pays africains, le bouclier humain. Quand les gens comprennent, le peuple comprend sa mission, alors là, rien ne peut arrêter ce peuple-là. Et on ne peut que mettre hors d'état de nuire ces États voyous, ces États délinquants, appeler l'Occident, appeler France, appeler Angleterre, appeler États-Unis. Afrique Média, le monde, c'est nous.